Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui viennent de se joindre récemment. Alors, je me présente, Lisa Baillargeon. Je suis la directrice de l'Institut du patrimoine et aussi, je vous présente Joanne Saint-Charles, qui est la directrice de l'Institut Santé et Société. Alors, on est vraiment ravis aujourd'hui de vous avoir pour cette conférence inter-institut. Et donc, je remercie aussi à l'avance Kate Bouchard de l'Institut Santé et Société et Anna Lou aussi de l'Institut du patrimoine qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Alors, je les remercie beaucoup et qui viennent en support aussi à la conférence. Alors, je commencerai tout de suite en vous présentant nos conférenciers d'aujourd'hui, conférencières. Alors, M. Stéphane Chagnon, qui est directeur général de la Société des musées du Québec depuis 2016. La Société des musées du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 300 institutions muséales et plus de 600 membres individuels. Madame Maude Gendron-Langevin, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre à l'UQAM. Ses recherches portent sur l'utilisation du théâtre comme moyen de soutenir, de susciter l'engagement et de donner une voix tant aux élèves à besoins éducatifs particuliers, ainsi qu'à tout autre groupe marginalisé en contexte scolaire, communautaire et dans les services sociaux. Alors, avant de leur laisser la parole, je vais vous dire un peu comment ça va fonctionner. M. Chagnon va prendre la parole, suivi de Mme Maude Gendron-Langevin, et ensuite, il y aura une discussion mixte. Et aussi, ça sera plus dans cette discussion mixte un mode conversation. Et je vous signale également que la conférence est enregistrée pour raison par la suite là, au niveau de nos instituts de diffusion, etc. Donc, c'est pour vous en aviser. Et finalement, je vous demanderai d'ouvrir vos caméras pour rendre la conférence encore plus interactive et permettre à nos conférenciers aussi de vous voir et de pouvoir interagir avec vous également par la suite. Alors, M. Chagnon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mme Baillargeon. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, même virtuellement. On est toujours content de voir des gens. Alors, ma présentation d'un maximum d'une vingtaine de minutes va porter sur l'impact de la pandémie sur les institutions muséales au Québec. On a été vraiment au cœur, et on est toujours au cœur de cette crise pour les institutions muséales. Alors, comme les institutions culturelles partout dans le monde, les musées ont été rudement touchés par la pandémie de COVID-19 et surtout par les restrictions imposées pour atténuer la propagation du virus. Quels ont été les impacts financiers, humains et organisationnels de cette crise pour les musées du Québec? Eh bien, la SMQ a sondé ses membres sur le sujet à 2 reprises. Il faut mentionner tout d'abord que on est toujours en situation de crise sanitaire et que depuis mars 2020, les musées du Québec ont été fermés au public pendant 7 à 8 mois et demi. Et ça, selon les restrictions en vigueur dans les différentes régions administratives, ce qu'on appelle aussi les paliers d'alerte, les couleurs auxquelles vous êtes très familière. Donc, dès le début de la crise, la SMQ a été proactive. Elle a créé un site de référence sur la COVID-19 pour informer la communauté muséale des mesures et des normes sanitaires en vigueur dans le milieu muséal. Elle a lancé tout de suite, dès le mois d'avril 2020, une première enquête auprès de 262 membres institutionnels, donc 262 musées. Et ce qu'on peut y lire pour les réponses des 108 répondants, c'est que les pertes anticipées à ce moment-là, on anticipe à ce moment-là des pertes autour de 20 millions de dollars pour la période du 15 mars au 30 juin. On est vraiment au tout début de la pandémie. Mais ce qu'on est certain, c'est qu'à ce moment-là, au niveau des RH, des ressources humaines, 64% des répondants ont dû procéder à des mises à pied, donc 64% des 108 musées répondants. Et pour 25% de ces musées, c'est 3/4 de leurs effectifs qui ont été mis à pied. Donc, au-delà des chiffres, les données qualitatives qu'on a recueillies font ressortir plusieurs inquiétudes pour les gestionnaires. Inquiétude quant à la mobilisation des équipes dans un contexte de grande incertitude, inquiétude face aux répercussions de la crainte du virus, tant auprès des employés que des visiteurs. À ce moment-là, on ne connaît pas
qu'est-ce que la COVID-19? Beaucoup. Inquiétude concernant les restrictions liées aux mesures sanitaires et l'expérience de visite. Comment les visiteurs vont s'y retrouver avec la mesure de distanciation physique, des parcours revus, tout ça. À ce moment-là, on ne parle pas encore du port du masque. Et inquiétude au sujet de la fragilisation des partenariats philanthropiques. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a interdiction de regroupement, donc on ne peut plus faire d'activités philanthropiques dans les musées. Donc, la pandémie a affecté les musées du Québec de différentes manières, mais au premier chef, ils ont subi vraiment une atrophie de leurs revenus autogénérés. Baisse draconienne des revenus de billetterie et de boutique, aucun revenu de location, chute des dons et des commandites. Et pour mesurer davantage, je dirais, l'ampleur des dommages, la Société des musées du Québec a fait une seconde enquête, celle-là, au tout début de la deuxième vague, du 14 au 29 octobre, auprès de ses membres, avec un taux de réponse de 46 cette fois-ci, mais qui assure quand même une bonne représentativité territoriale et en plus des musées de toute taille et de tout type, c'est-à-dire des musées en art, histoire et en sciences. À ce moment-là, il y a 120 musées répondants qui répondent et les pertes affichées du 1er avril au 30 septembre 2020, donc l'année dernière, se chiffrent à 34 millions de dollars. Et ça, c'est pour 120 musées. Donc, il y a 400 musées au Québec. Donc, imaginez-vous que les pertes sont beaucoup plus que de 34 millions. Sur ce 34 millions, c'est 60 qui sont liés aux revenus de billetterie et 40 qui sont liés aux revenus autonomes, soit ceux associés aux boutiques, aux locations et aux événements de toute nature. Et ça, avec le recul, c'est sans compter les pertes qui sont dues à la fermeture des musées dans le cadre du second confinement. Et donc, les musées ont été fermés 4 mois et 1 semaine, du 1er octobre au 7 février. Donc, rajouter à cela plusieurs millions de dollars et des impacts humains importants. Au chapitre des ressources humaines, les résultats ont confirmé pour la période de l'été 2020 une perte de 535 emplois comparativement à la période de l'été 2019. Là, on parle de juillet à septembre 2020. Encore une fois, les commentaires qu'on a recueillis auprès des gestionnaires font état vraiment d'inquiétudes concernant les licenciements, les pertes d'expertise que ça entraîne dans le milieu, la démotivation de certaines ressources salariées et bénévoles qui contribuent à l'accomplissement de la mission des musées. J'ai retenu certains commentaires de gestionnaires ici qui parlent d'inquiétude, qu'il ne faut pas négliger les changements humains. On parle d'inquiétude pour la santé mentale des équipes, du besoin de rassurer les employés lors de rencontres téléphoniques et individuelles et en équipe. Donc, à ce moment-là, déjà, l'inquiétude quant à la santé mentale du personnel, elle est bien présente pour les gestionnaires de musées. Le sondage a révélé aussi des impacts sur l'achalandage, évidemment, l'achalandage qui a baissé énormément. Donc, on a noté pour la même période de juillet à septembre 2020, si on le compare à l'été d'avant, 1,4 million de visiteurs de moins au tourniquet dans les 120 musées répondants. Voilà. Donc, évidemment, c'est une baisse qui est attribuable, entre autres, à l'absence de touristes internationaux, à l'interdiction des activités de groupe et aux restrictions sanitaires qui limitent les capacités d'accueil de façon importante. Donc, alors que les musées sont fermés au plus fort de la deuxième vague, le rôle de la SMQ a été très important au niveau je dirais, des représentations politiques. Et à ce moment-là, la SMQ interpelle, on est en novembre 2020, interpelle le premier ministre du Québec sur le rôle social des musées. Et on a demandé au premier ministre de permettre aux musées de jouer leur rôle social, de pouvoir être réouverts. Et on a évoqué aussi la possibilité de positionner les musées comme un service essentiel, au même titre que le marché d'alimentation ou le soutien, le service de soutien psychologique.
Il faut rappeler que d'autres organisations dans le monde aussi ont positionné les musées comme des services essentiels indispensables à la promotion culturelle et la croissance humaine et civile. Pour ne nommer qu'une de ces représentations-là, c'est la présidente d'ICOM Italie, Mme Campagna, qui a écrit au président du Conseil des ministres, au ministre de la Culture et de la Santé d'Italie, pour dire que c'est un service essentiel pour la population des musées. Donc, comment accomplir sa mission quand on a été fermé pendant 7 ou 8 mois? Et après ça, comment accomplir sa mission quand on ne peut accueillir que 30 de visiteurs en raison de la norme de distanciation physique de 2 mètres? Telle était la question que se sont posées les musées. Je vous rappelle, la mission des musées, c'est une institution muséale qui désigne des institutions sans but lucratif ouvertes au public, ayant un bâtiment, une salle dédiée en permanence à la mise en valeur, l'interprétation de collections et au service de la société et de son développement. Donc, les musées ont dû, dans ce contexte, répondre, continuer à trouver des moyens de garder le contact avec leurs visiteurs et ils ont dû faire preuve de créativité. La pandémie a aussi remis en question tout le modèle économique sur lequel reposent les grandes institutions internationales qui tablent sur, je dirais, une course effrénée à la fréquentation. Donc, maintenant, on ne peut plus accueillir qu'environ 25-30 des visiteurs qu'on pouvait accueillir. Donc, quelle que soit sa taille et son offre, toute institution muséale ne peut pas prétendre à la rentabilité en ce moment, du moins à moyen terme, en raison du nombre restreint de visiteurs qui peut être admis en même temps. Donc, l'écosystème a été passablement bouleversé. Plusieurs ont vu dans cette crise une occasion d'accroître ce que j'appelle les activités de communication numérique pour garder le contact et maintenir un dialogue avec les publics. Cette tendance, elle est observée dans de nombreux pays à travers le monde par ICOM, l'International Council of Museums, où on a vu une hausse de l'activité numérique par les médias sociaux, la tenue d'événements virtuels, vous l'avez vu, les programmations en ligne. Et pour sa part, la SNQ a répertorié plus de 120 propositions numériques conçues par les musées du Québec dans une page dédiée aux expériences ou aux expositions virtuelles sur son site Web. On parle de collections d'œuvres d'art en ligne, visites 360, expositions virtuelles, balados, jeux vidéo, activités virtuelles de musées à l'école et d'autres activités numériques comme ça. La pandémie a aussi mis en lumière la difficulté pour les musées de monétiser cette offre de contenu numérique. Ils ont réussi à la monétiser un peu avec les activités offertes dans les écoles via le web. Ça a été très modeste. Certains secteurs culturels y sont arrivés, ils sont parvenus, entre autres le secteur du spectacle, un peu mieux. Pourquoi? Parce que l'offre des musées est considérée comme une offre, comme une mission de service public ou parfois comme du marketing tout simplement. S'ils parviennent à surmonter les défis financiers et humains, je crois que la plupart vont y parvenir, mais les musées vont devoir faire la démonstration de leur pertinence auprès des instances politiques et de la société. Ça n'a pas été facile de convaincre les gouvernements et de réouvrir les musées, mais nous y sommes parvenus. Il s'avère primordial de leur donner les moyens de continuer à nourrir les esprits, à émerveiller, voire à apaiser les personnes éprouvées, surtout en ces temps de crise. À cet égard, je vais partager avec vous une statistique sur l'impact qu'a eu sur les emplois dans le secteur des arts, de la culture et du loisir, pour vous montrer à quel point ces secteurs ont été grandement impactés par la COVID. Donc, je pense que vous pouvez voir en ce moment. C'est une enquête par Statistique Canada sur les variations d'emploi de divers secteurs. On a comparé les emplois en février 2021 avec ceux en février 2020.
Et comme vous pouvez le voir, la plus grande barre verticale, c'est les pertes d'emploi, près de 37% attribuables au secteur des arts, spectacles et loisirs, dans lequel on retrouve évidemment tous les artistes, mais les travailleurs culturels et le personnel des musées se retrouvent dans cette catégorie. Par la suite, le secteur le plus impacté est celui avec 26%, l'hébergement et la restauration, après l'agriculture, le transport, le commerce. Donc, c'est pour vous dire combien le secteur des arts et de la culture a été impacté très, très largement. Voilà, il me reste encore quelques minutes, je pense. Quel a été le rôle? D'ailleurs, je pourrais vous dire que l'ICOM, l'International Council of Museums, a fait une enquête auprès des musées du monde entier. Elle a reçu 1600 réponses entre le 7 avril et le 7 mai 2020. Et parmi ces répondants, plus d'un dixième, on pense que 10% des musées dans le monde pourraient être contraints de fermer leurs portes. Au Québec, on n'a pas d'indication sur la fermeture de musées. Il y en a eu peut-être un ou deux. Mais en Amérique du Nord, on parle possiblement d'une fermeture de 10% des musées. Évidemment, devant cette pandémie, quel a été le rôle de la SMQ depuis le début de cette crise? Ça se résume en 3 mots: informer, accompagner et soutenir. L'équipe de la SMQ était une petite équipe de 8 à 9 personnes, a été déployée en télétravail et on a dû vraiment accompagner le réseau à chacune des étapes de la crise, je dirais, de son déclenchement jusqu'à la relance des activités, c'est-à-dire la réouverture et la relance des activités muséales. Comment ça s'est manifesté? Bien, c'était une veille systématique des informations provenant des gouvernements, des organisations de santé et des médias qu'on a mis en ligne. C'est vraiment à ce site-là que la communauté muséale pouvait se référer. Évidemment, tout le personnel gouvernemental était parti en télétravail. Ils ont dû se réorganiser aussi. Ça a été des forums de discussion qui ont permis aux membres de partager leurs préoccupations. Il y a été 2 sondages réalisés pour mesurer les impacts de la COVID. On a été très terrain aussi. On a produit des pictogrammes. Tout ça, au début, les pictogrammes, la distanciation physique, au début, on parlait de distanciation sociale, après distanciation physique. On a produit des pictogrammes tout simplement pour que les gestionnaires de musées n'aient pas à faire appel à des graphistes tout de suite. On a distribué plus de 500 protecteurs faciaux à travers tout le Québec et pour aider à une réouverture sécuritaire des institutions muséales, à la fois pour le personnel et pour le public. On a fait des activités de formation et de formation à distance, des webinaires, rédigé un plan d'intervention sanitaire présenté au ministère de la Culture très tôt en début, et ils ont vu que le milieu pouvait se mobiliser. Et évidemment, on a expliqué à maintes reprises le rôle social des musées et la pertinence de présenter les musées comme des refuges qui peuvent aider les communautés éprouvées à retrouver une certaine normalité après un déconfinement. Rappelez-vous, le premier déconfinement a été vécu et le second aussi très difficilement. Donc, on a évidemment réclamé un fonds d'urgence, ce qu'on a eu pour soutenir les institutions muséales à passer à travers cette crise. Et on a été le répondant auprès de la CNSST pour qu'ils comprennent la réalité de terrain de ce que c'est un musée, pour qu'à ce moment-là, la rédaction des normes sanitaires pour le secteur muséal réponde aux besoins et, des travailleurs et des publics. Et en toute fin, je vous dirais que il fallait démontrer aux différentes instances gouvernementales concernées que le réseau était structuré, capable de travailler en concertation et de présenter des protocoles sanitaires qui allaient être sécuritaires pour les publics. En toute fin, je vous dirais que j'aime bien cette citation de l'anthropologue Serge Bouchard, qui dit que la pandémie est une chose qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir de cette pandémie, c'est une expérience profondément humaine et qui nous rappelle des choses élémentaires, c'est-à-dire la vie, la mort, qui vit, qui meurt,
et nous l'avons en pleine face. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Chagnon. Alors, Mme Gendron, je vous laisserai la parole tout de suite. Oui, bonjour, merci. Merci, M. Chagnon, pour cette présentation qui a mis en lumière des aspects assez concrets des effets de la pandémie sur l'accès à la culture, l'accès à l'art, particulièrement dans les musées, mais je pense que vos statistiques sur le secteur des arts, de la culture, du spectacle sont assez parlantes, sur les pertes d'emploi notamment. Ce qui m'a frappé dans votre présentation, c'est tout l'aspect organisationnel que ça a suscité ou ça a demandé aux différents musées au Québec et ailleurs dans le monde. Mais à un moment donné, vous avez aussi nommé l'importance des arts auprès de la population comme étant un service essentiel. Puis vous avez nommé aussi les préoccupations des employeurs dans les musées au sujet de la santé mentale de leurs employés, donc toute la précarité, ce que ça a demandé comme adaptation dans les ménages, dans les familles, d'un point de vue travail. C'est énorme. Ce qu'on a vécu, c'est, comme vous avez dit aussi, c'est historique. Donc, je vais faire du pouce un peu sur ces quelques points-là que je viens de relever pour dire que dans le fond, puis je sais que je suis probablement devant un public un peu conquis d'avance, que je n'ai pas nécessairement à convaincre sur l'importance de l'art, mais dans le fond, COVID ou non, l'art fait partie de nos vies, l'art est partout. Et je pense que la notion de service essentiel de l'art, en fait, l'art pour vivre est primordial et l'art nous touche, l'art nous accompagne en toutes choses. Qui n'a pas ici, levé la main, là, qui n'a pas une toile, une photo, une petite sculpture, un bibelot, un roman, un disque ou un fichier MP3 dans son ordinateur pour écouter de la musique? Qui n'a pas d'art chez lui ou chez elle? Qui ne profite pas de l'art au quotidien, là? Quotidiennement? On écoute la télévision, on écoute des films, des séries, des documentaires, on s'immerge dans une écoute musicale, on profite de l'art tout le temps. Et la pandémie, avec les confinements, l'obligation de rester chez soi, n'a qu'exacerbé, je pense, cette consommation d'art au quotidien. Puis c'est ça qui est difficile à comprendre, pourquoi c'est si difficile de démontrer que l'art est essentiel et qu'il faut donner l'accès à l'art à tous, au plus grand nombre. Donc, comme travailleur du secteur de la culture ou comme chercheur sur les questions de l'art, je pense que je n'ai pas à vous convaincre là-dessus. Mais la réponse est simple, c'est que l'art fait du bien. Puis, on m'a invité à participer à la conversation aujourd'hui pour faire un peu le pont aussi avec la santé, le bien-être, la santé mentale et l'art. Donc, l'art fait du bien. Ça fait du bien au quotidien. Ça fait du bien dans ses applications thérapeutiques. Donc, il y a les arts thérapeutiques aussi. Mais en éducation aussi, donc dans le milieu de l'éducation, à tous les niveaux, du préscolaire primaire jusqu'au post-secondaire, l'art est essentiel, l'art est enseigné. Pourquoi? Parce que l'art, c'est le lieu où on peut développer son identité, où on socialise. L'art, c'est le lieu de rencontre. Rencontre avec soi, qu'est-ce que l'art nous fait? Comment on réagit? Comment ça nous touche? L'art, c'est la rencontre avec l'artiste qui est derrière l'œuvre, qui nous la présente en direct ou que ce soit en différé, que ce soit de l'art vivant ou de l'art comme des œuvres picturales ou muséales. On est à la rencontre de l'imaginaire d'un autre, de son interprétation du monde. On est face à l'altérité. Donc, on développe aussi la tolérance. C'est aussi d'être face à la beauté, donc d'être ému. Quand on pratique l'art, c'est un espace d'expression où on peut imaginer, on peut être dans le faire semblant, on peut essayer des choses qui ne sont pas permises dans la vie de tous les jours. Donc, les effets de ça sont bienfaisants sur la santé mentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est un être social, donc qui est
qui a besoin du contact et de la rencontre avec les autres. Et c'est beaucoup à travers l'art que ça se passe. Pas que, mais quand même. On peut se dire que l'art est assez omniprésent dans nos vies. C'est quoi les effets de l'art aussi? Qu'est-ce que ça développe, l'art? D'ailleurs, à ce sujet, une petite note, M. Chagnon a parlé des pressions qui ont été faites au niveau des ministères pour démontrer que l'art devrait être considéré comme un service essentiel. J'ai plusieurs collègues et moi-même avons signé une lettre ouverte à un moment donné adressée au ministère de l'Éducation du Québec pour que le message soit envoyé de façon très claire que dans les écoles aussi, primaires, secondaires, postsecondaires, l'art doit continuer à occuper une place importante dans l'enseignement. Parce que l'art permet de développer les citoyens de demain par le développement de la pensée divergente, de la pensée critique et, comme j'ai dit tout à l'heure, faire face à l'altérité, développer la tolérance et aussi la créativité. Mais la créativité, c'est très vaste, la créativité, mais entre autres, c'est la capacité à avoir plusieurs options face à une même problématique. Il y a plusieurs options. Et là, je fais un petit lien avec la santé mentale. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir une bonne santé mentale? C'est entre autres d'avoir une flexibilité face à l'adversité, d'être capable de voir différentes options, de ne pas être rigide, de ne pas être pris dans une seule façon de faire, mais de voir les options qui s'offrent à nous. Et ça, l'art nous permet ça. C'est le fait même des artistes de penser les choses autrement, de tourner les choses dans tous les sens et de les interpréter d'une façon nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que la pandémie a amené dans le secteur culturel? M. Chagnon en a parlé pour les musées. Moi, je peux en parler plus par rapport, entre autres, à des projets de recherche que je suis ou dans lesquels je suis impliquée. Au niveau, dans le fond, ça a été beaucoup la perte d'accès aux lieux, mais la perte d'accès aussi aux activités culturelles, de loisirs ou aussi thérapeutiques. Donc, cette perte d'accès aux lieux, cette perte d'accès aux activités, ça a obligé les institutions culturelles ou les organismes à s'adapter. Et en général, comment ça s'est fait? Bien, ça s'est fait vers le passage au virtuel. Ce qui a amené des bons côtés, puis des moins bons côtés aussi. Puis il y a lieu de se questionner sur qu'est-ce qui va rester de ça post-pandémie, si on peut un jour espérer en arriver là. C'est sûr que le passage au virtuel, un des effets, ça a été d'exacerber les inégalités sociales. T'sais, on l'a vu beaucoup en quoi ça a exacerbé les inégalités sociales du point de vue santé, sécurité dans la société, mais au niveau aussi de l'accès à l'art. Un exemple tout simple, s'il y a un ordinateur dans la maison et que les activités de loisirs culturels sont passées au virtuel, mais qu'en même temps, il y a l'école à la maison, il y a le télétravail à la maison. Si on n'a qu'un seul ordinateur, tous ne peuvent pas profiter pleinement de leurs activités, même s'ils sont passés au virtuel. Ou encore, ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui a une connexion Internet suffisamment bonne pour être capable de profiter de ces activités-là. Et il y a aussi la question de la littératie numérique, être capable de se servir de ces outils-là. Donc, le passage au virtuel a été une façon que les institutions ou les groupes se sont adaptés, mais en même temps, ce n'est pas tous qui ont pu en profiter. Donc, ce qu'on a pu remarquer dans les différents projets de recherche, c'est que ces adaptations-là ont fait en sorte qu'on a perdu un certain nombre de participants. Mais le bon coup, ou les côtés positifs, c'est que ça a permis aussi un gain de participation chez certaines personnes qui se retrouvaient peut-être à l'extérieur de Montréal ou plus loin, plus éloignées, pour qui c'était compliqué de se déplacer en présence à certaines activités. Donc, je serais prête à parier quand même que certaines institutions culturelles, groupes, services vont maintenir une portion des activités en virtuel après la pandémie pour continuer à aller toucher, chercher des gens pour qui les déplacements et la présence étaient plus difficiles. Donc, on voit que ce n'est pas tout noir ou tout rose non plus. Des exemples que je peux vous donner, c'est par exemple, j'ai un partenaire de recherche qui est la Place des Arts. Ils ont un programme qui s'appelle Art adapté, qui offre des ateliers d'art vivant dans leurs espaces publics à des personnes qui sont dites marginalisées.
Donc, ça peut être à la fois des personnes qui sont en situation d'immigration récente, qui auraient moins accès à la culture parce qu'ils sont dans une période d'adaptation, par exemple, ou ça peut aussi être des groupes communautaires qui viennent, qui offrent des activités à des adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience ou un handicap physique, par exemple. Donc, eux, ne pouvant plus tenir leurs activités sur place, se sont tournés à la fois vers le virtuel et quand ça a été permis, ont amené les artistes médiateurs dans les organismes culturels pour continuer à donner les activités. Bon, ceci dit, quand même, la distanciation de 2 mètres quand c'est en présence, c'était nécessaire. Donc, les effets de ça, ça a été d'ouvrir sur des plus petits groupes. Donc, c'est là où on a perdu un certain nombre de participants. Au lieu d'avoir des groupes de 20, par exemple, on était obligé d'avoir 10 personnes parce que l'espace ne permettait pas d'accueillir toutes ces personnes en même temps. Mais les organismes étaient quand même, ont rapporté avoir été très heureux que la Place des Arts réussisse à s'adapter rapidement parce qu'ils trouvaient que leurs participants, il y avait comme un vieillissement prématuré de leurs participants par la perte des activités, de la stimulation, de la rencontre avec les autres, l'isolement social que ça a généré chez ces personnes-là. Donc ça, c'est quand même un bon coup, je pense, qui est important de noter. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a des initiatives qui sont nées de la pandémie, des initiatives artistiques qui sont nées de l'impossibilité de se rencontrer puis de se parler. Donc ça aussi, je pense que ça mérite de souligner le bon coup, certains bons coups. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a une enseignante d'art plastique dans une école secondaire de Laval qui a développé le projet Diagnostic. Donc, elle a développé ça quand elle a remarqué que ses élèves, ses adolescents étaient comme... ça commençait à être difficile pour eux là, à l'école. Elle sentait, ils se confiaient de difficultés au niveau du stress, la fatigue, tout ça. Elle leur a proposé de faire une activité, un projet, une situation d'apprentissage sur l'identité, sur comment ils se représentent, mais à travers l'art. Donc, les objectifs étaient vraiment pédagogiques. Elle leur enseignait des techniques d'art et tout ça, mais la production était liée à des questionnements identitaires que l'art permet d'explorer de façon sécuritaire en milieu scolaire. Et ça a tellement bien fonctionné qu'elle a parlé avec ses collègues, et là, il y a des gens qui ont dit « Oui, mais… » Elle a parlé à des amis aussi qui enseignaient dans d'autres écoles, ils ont dit « On peut-tu le faire, nous aussi? » Et ça, cette personne-là, Mélissa Nadeau, m'a parlé de ça, je crois qu'on était peut-être en janvier ou février. Et à ce jour, c'est rendu un projet international. Il y a plus de 60 écoles dans 25 pays dans le monde qui participent à son projet. Je pourrais peut-être partager après le lien vers le site web où les enseignants en arts plastiques ou en d'autres arts, parce que la danse, le théâtre, la musique ont embarqué, où ils invitent les élèves à faire une exposition virtuelle de leurs œuvres sur ce site-là. Donc, tu vois, ça, c'est une initiative probablement qui ne serait pas arrivée. Quand cette enseignante-là me parlait, elle disait « J'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça, là, puis que ça devienne international, puis qu'il y a un engouement. » C'est que les adolescents d'ici, c'est comme les adolescents d'ailleurs, ils vivent la pandémie durement aussi, le confinement durement, puis l'art parle. Et tout le monde peut faire de l'art, c'est accessible. Un autre bon coup, je pense que j'ai envie de partager avec vous, c'est le collectif Nous, qui est une initiative de jeunes du cégep, début université, qui ont créé eux autres aussi un site web pour parler, briser les tabous sur la santé mentale des jeunes. Et ils ont fait des recherches, ils ont mis quelques statistiques aussi en ligne sur les effets de la pandémie, surtout auprès des jeunes qui ont déjà aussi des problématiques de santé mentale, que ça a été très, très difficile. Puis donc, ils ont des sections blog où ils parlent davantage de santé mentale, mais il y a toute une section qui est dédiée à l'expression artistique, au témoignage de façon artistique, la poésie, des textes, des nouvelles, tout ça, écrites par des jeunes, comme des formes de témoignage, mais à travers l'art, donc à travers la beauté, le prisme artistique. Donc ça aussi, c'est une initiative qui est née pendant la pandémie pour répondre à des besoins, et c'est entre autres à travers l'art que ça se passe et que ça réussit à toucher les gens, parce que c'est ça, l'art, ça fait quoi? Ça touche, puis ça fait réfléchir en même temps.
parce que ça peut nous confronter, parce que ça questionne. Donc, de là toute l'importance, dans le fond, de l'art dans des moments de crise comme ça aussi. Je peux vous partager aussi, dans le fond, un des projets sur lesquels je travaille, où on travaille à partir de l'art, mais pour interroger des enjeux sociaux plus vastes et plus larges. Donc, je suis sur le projet du laboratoire créatif sur la fin de vie, sur les soins de fin de vie. Et c'est un projet qui est de monter une pièce de théâtre qui part de la transition vers les soins palliatifs. Donc là, ce projet-là a démarré là, comme en 2017, là, qu'on a commencé à parler de ça. On était bien avant la pandémie. Mais là, dans le contexte de la pandémie, parler de la mort, ça devient d'autant plus important et impératif. Peut-on parler de la mort autrement et au-delà des statistiques du nombre de personnes hospitalisées puis du nombre de personnes décédées dans une journée, au quotidien, à la semaine ou dans le monde? L'art permet ça. Parce qu'on en parle autrement, on le représente par des narratifs, des personnages qui ont un vécu, qui sont touchés, qui vivent ça. Donc, ça nous permet de parler de sujets extrêmement importants qui touchent tout le monde, mais de façon incarnée. Je pense que c'est ça que je voulais dire, de façon incarnée. Donc, bon, ce projet-là, on aurait dû faire des lectures publiques en présence avec du public. On a dû s'adapter puis en faire une lecture virtuelle. Ceci dit, on a su aller chercher. Là, c'est toujours le revers de la médaille. On aurait fait des présentations de lecture publique. On aurait eu quoi? 50, 60 personnes pour une lecture publique par soir, 2 soirs. On aurait touché 120 personnes. On a eu plus de 2000 vues pour notre lecture virtuelle. C'est une lecture médiée à travers la caméra. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont regardé la lecture virtuelle, près de 300 personnes qui ont rempli nos questionnaires de recherche en ligne suite à la présentation. Donc, ce n'est pas impossible de toucher, de rejoindre les gens à travers le virtuel, mais c'est sûr que c'est l'expérience vivante qui est perdue. Puis je pense que M. Chagnon l'a nommé, on a beau tout mettre en place ces initiatives-là, voir le côté positif aussi à travers ça pour pas juste être dépressif, mais l'expérience vivante, la notion de rituel, sortir, se préparer, aller à une sortie, aller au musée, aller voir un spectacle, les imprévus rencontrés en cours de route, l'artiste qui bafouille, qui se reprend, ça devient drôle, ça fait partie de l'expérience, de l'anecdote, on s'est perdu en chemin, on a cherché jusqu'à la dernière seconde du stationnement, ça fait toute partie de l'événement, de la sortie artistique. C'est l'expérience de groupe, d'être en présence de centaines de personnes peut-être qu'on ne connaît pas, mais qui vivent la même expérience que nous en même temps que nous. Là, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire comme chercheuse de me dire « Wow, il y avait 2000 personnes qui écoutaient la présentation en même temps. » Sauf qu'on n'a pas eu la chance de se sentir ensemble. Vendredi, il y a 2 semaines, je me suis ruée au théâtre quand j'ai eu l'opportunité d'y aller. La salle était pleine de sa moitié possible. Et quand le spectacle a terminé, il y a eu ce petit moment de suspension là, qu'on connaît avant les applaudissements. Bien, ce moment de suspension-là, on ne peut pas le vivre si on n'est pas sur place, dans une salle, avec les artistes en présence. Puis c'est ça qu'on aimerait retrouver, je pense, avec le déconfinement. Puis c'est ça qu'on aimerait que les gens comprennent, ressentent, les décideurs. C'est ce qu'on souhaite à tous. Donc, je terminerai peut-être sur ce petit point de suspension-là propre à l'art que tout le monde ici a peut-être déjà vécu, qui est tellement comme savoureux, puis qui fait du bien à la fois à ceux qui sont dans le public, puis à ceux qui sont sur la scène, puis ceux qui sont en coulisses, qui ont travaillé fort à ce que ça puisse se produire. Merci. Merci beaucoup, Mme Gendron-Langevin. Merci beaucoup, M. Chagnon, pour cette conférence qui, je dirais, qui fait du bien aussi. Puis, je vous dirais peut-être avec une première question, comment vous voyez les prochaines années par rapport à la considération de l'art, des musées dans la vie au quotidien? Comment vous voyez cette réintégration-là? Parce que comme on a vu à l'automne, puis même comme on a vu récemment, quand les musées ont réouvert,
hein, quand l'art s'est réouvert, quand les théâtres, c'est ça, hein, on veut y aller, on veut être sur place avec les gens. Donc, puis par rapport à comment ça va être considéré par je dirais les gouvernements là, sur l'importance justement de l'art dans nos vies, puis de la place que ça prend dans la société. Maude, voulez-vous répondre? Bien, écoute, on n'est pas devin, puis on n'a pas de boule de cristal. Je pense que c'est... Ben là, c'est plate, mais j'ai envie de dire l'histoire se répète. Hein? Dans l'histoire, l'art a toujours dû défendre sa place, prouver sa valeur, etc. Même si, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'art est partout dans nos vies tout le temps, puis tout le monde en profite. Même ceux qui disent « Ah, les artistes, c'est des pelleteux de nuages, ils écoutent de la musique, puis ils vont voir des films. » C'est comme un beau paradoxe dans lequel on vit. Je pense qu'on aura encore des représentations à faire pour démontrer à quel point c'est important. Puis, je sais pas quoi répondre tout à fait à ça ouais, c'est ça. Je sais pas, peut-être. Il y a plein d'autres spécialistes ici. Moi, je reconnais plein de noms et de personnes. Puis, c'était l'idée d'avoir la conversation informelle, c'est que M. Chagnon et moi, on détient une parcelle d'informations, mais ici, à nous tous, je pense qu'il y en a plusieurs autres qui sauraient peut-être encore mieux répondre que moi à cette question-là. J'invite les membres aussi du public à répondre ou à partager leur expérience. Alors, vous pouvez lever la main, comme vous pouvez aussi écrire une question dans le chat, c'est comme vous voulez. Bon, je vais lever ma main. Vas-y, M. Chagnon. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est de voir comment dans le premier confinement, on a décidé de fermer mur à mur tous les secteurs de la culture et que par la suite, quand on se disait on va réouvrir les commerces. Et quand on parlait de commerce, là, on disait il faut sauver l'économie, on va sauver donc, on parlait des commerces. Donc, comme si, les arts et la culture n'avaient pas une contribution à l'économie de la société. Ça a été fascinant de voir ça. Et l'autre chose, c'est que je crois que, c'est sûr, devant l'ampleur d'une telle pandémie, je n'aurais pas voulu être à la place des gouvernements et des décideurs parce que ce n'est pas facile les décisions qui ont été prises. Mais je me pose la question sur le pourquoi on a décidé comme ça de fermer mur à mur tous les secteurs de la culture, alors que ce n'étaient pas des lieux propices à la transmission de la COVID, mais loin de là. Et donc, je pense qu'il y aura des questions à se poser. Je pense qu'il y aura des enquêtes à faire, des recherches universitaires là-dessus, à savoir pourquoi le secteur, et on a décidé de donner plusieurs millions de dollars pour la relance de la culture. Et pourquoi on a décidé de fermer comme ça? Et ce n'étaient pas des lieux de transmission. Au contraire, les musées ont fait leur preuve qu'ils étaient des lieux tellement sécuritaires de par je dirais, leur configuration et avec des espaces. Donc, et ça c'est une question qui m'habite et je pense que si on a réouvert certains secteurs culturels, non plus en fonction je dirais, des zones de couleurs, et quand on a réouvert les musées, je ne me rappelle plus, autour du 8 février, c'était plus dans les régions jaunes où il y avait moins de COVID, mais là, on a décidé de réouvrir à l'échelle du Québec dans toutes les zones. Et je pense qu'à ce moment-là, en février, on a senti et on a été à l'écoute d'une certaine détresse psychologique. Et pas longtemps après, ça a été le secteur des théâtres et du spectacle qui ont réouvert à l'échelle du Québec. Et là, on ne parlait plus en fonction de zones de couleur. Et je pense qu'à ce moment-là, le gouvernement, les autorités ont senti qu'il se passait quelque chose
au niveau de la détresse psychologique des populations et de certaines clientèles. Donc, je pense que là, il y a un terrain fertile de recherche à ce niveau-là. Voilà. Madame Tamoureau? Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Je pense que durant cette COVID, personnellement, ce que j'ai vu en matière de besoins, mais viscéral, soit d'utiliser l'art, soit vraiment, même de manière instinctive, on n'a jamais vu autant de personnes aller cuisiner. C'est pas cuisiner, faire du pain, n'importe quoi. C'est vraiment de l'art. Pour moi, c'est de l'art culinaire aussi. Mais on a pensé que c'était parce que les ingrédients manquaient, parce qu'il y avait une ruée vers tout ce qui est produit. Mais je pense que j'ai vu plein d'articles au niveau américain sur ce besoin et l'impact au niveau de la santé sur cette manière de cuisiner ou ce besoin de commencer à cuisiner. On a vu bon, tout ce qui est peinture, les prix de la peinture, ça a explosé littéralement. Moi, je vois des pays que bon, les articles de peinture n'existaient presque pas et les magasins ont ouvert, puis tout était dévalisé. Il y a eu un besoin énorme en matière d'utilisation, de s'exprimer, d'utiliser l'art. Et ce que je trouverais intéressant, c'est que l'art puisse prendre sa place. Oui, je suis d'accord avec toute la question du musée parce que les gens vont vraiment se toucher, être proches de l'art, mais aussi l'art qui est accessible à tout le monde. L'art même au quotidien, simple, c'est quelque chose, c'est comme respirer, se faire de l'art, c'est comme respirer. Et vous avez mentionné toute la dimension de la mort. Bon, c'est sûr que c'est un élément qui est vraiment très important pour la simple et unique raison, du jour au lendemain, on a balayé vraiment complètement tous les rituels que vous avez déjà mentionnés, même au niveau d'aller à un musée, il y a le rituel, mais aussi au niveau, tout ce qui est deuil accompagné de rituels. Et les gens sont toujours là, ont besoin, sont toujours là. On les entend peut-être pas, mais on ne peut pas juste réserver au réseau de la santé tous les soins pour la population. Il faut que la population puisse utiliser des moyens à sa manière simple, qu'elle peut apprivoiser pour vraiment se guérir. Et donc, pour moi, vous avez parlé au tout début de la dimension de l'accessibilité au niveau d'Internet, mais faire de la peinture, c'est rendu tellement cher que pour se procurer les produits, la peinture peut être, pour certains, peut être cher. Mais j'espère et je souhaite de tout mon cœur que finalement la société va trouver, c'est-à-dire va donner toute la place à l'art. Puis on l'a vu, il y a une émergence qu'on voit aujourd'hui. Les gens ont découvert cette place, ce temps qui leur est propre, où ils peuvent s'exprimer à différentes choses, soit la décoration de la maison ou autre. Et on voit même une émergence de jeunes qui ne veulent plus travailler à temps plein. Et ça, c'est pour occuper par d'autres activités à la maison, prendre le temps de vivre et justement pour aller vers un bien-être. Merci. C'est clair que la pandémie a amené des réflexions sur le plan personnel à plusieurs, sur la notion de rythme dans nos vies. Des questions qui interrogent l'art depuis toujours. Donc, j'ai vu en commentaire que la relance culturelle sera essentielle pour résoudre les liens sociaux qui ont été brisés par la crise sanitaire. Je ne peux pas être plus d'accord que ça, c'est absolument, oui. Paradoxalement, on se permet de malmener ce qu'on prend pour acquis. Ouais. C'est ça, c'est tellement partout, c'est tellement dans nos vies qu'on ne se rend pas compte que ça a une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Il faut en prendre soin aussi de l'art. C'est bien dit. Commentaire, question, allez-y. J'allais dire, sur le plan de la recherche universitaire, c'est clair que la pandémie, pour les projets de recherche qui sont en lien avec l'art, c'est clair que ça ralentit beaucoup le travail. Donc, par exemple,
moi et des co-chercheurs, on est mandatés, comme je le nommais tout à l'heure, pour évaluer. D'ailleurs, mon co-chercheur Guillaume Ouellette est dans l'assistance pour évaluer les retombées du programme Art adapté de la Place des Arts. Bien là, notre protocole de recherche, c'est d'investiguer comment le fait de donner des ateliers d'art adaptés à ces groupes-là dans les espaces publics d'une institution culturelle comme celle-là, c'est quoi les retombées de ça, les retombées perçues par les participants, par les intervenants, les artistes médiateurs, tout ça. Comment l'institution voit ça. Bien là, à partir du moment où les ateliers ne se donnent plus dans les espaces publics, qui est comme les espaces publics de la Place des Arts, l'essence même du projet, là, comment on fait? Est-ce que notre protocole de recherche doit changer? Est-ce qu'on évalue ça en virtuel? Est-ce que la portée est la même? Quand on parle d'art vivant, de ne pas être en contact, de ne pas se toucher, de ne pas être présents les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces groupes-là de finalement rester chez soi? Parce que toute la dimension, comme je disais tout à l'heure, de l'activité commence au moment même où on se prépare à sortir puis y aller. Tu sais, il y a comme dans toute cette préparation-là, dans le déplacement, dans le fait d'arriver, le rapport au lieu est important aussi. Donc, c'est sûr que ça en est des questionnements dans les équipes de recherche, soit de reporter le début du terrain en se donnant la chance que peut-être les mesures sanitaires nous permettent de reprendre. Mais ça a été ça avec d'autres projets aussi. J'ai un autre partenaire qui est le Théâtre aphasique qui donne des ateliers au Centre Villa Médica, qui est un centre de réadaptation, donne des ateliers de théâtre à des personnes qui vivent avec une aphasie, qui déjà d'emblée sont restreints au niveau de leur socialisation, leur capacité à entrer en relation, vivre des loisirs et tout ça. Il y avait ça. Pouf, ça tombe en virtuel. Donc, la dimension communicationnelle était déjà difficile. Là, on ajoute un filtre qui est l'écran. Donc, chapeau à toutes ces institutions, ces organismes-là qui se sont adaptés, mais en même temps, on voit qu'en recherche, ben, ça nous pose des questions aussi sur nos protocoles, sur comment on peut regarder ça, qu'est-ce qu'on regarde exactement. Puis pour ma part, moi, ce que je peux dire, c'est que ça a ralenti le processus dans à peu près toutes les recherches en cours. On va demander des prolongations aux organismes subventionnaires, qui d'ailleurs sont très compréhensifs. Là. Ils ne veulent pas que les recherches tombent, ils veulent que ça continue, mais c'est certain que ça a joué aussi pour nous comme chercheurs. Mais ça amène une dimension où on va vouloir documenter ou s'intéresser à quels ont été les effets aussi de la pandémie, comment les participants ou les organismes ont vécu ça. Moi, je me lancerai peut-être avec une autre question. Monsieur Chagnon, comment vous voyez dans les musées, là, beaucoup de musées se sont réinventés, on dit souvent le mot réinventé, là, mais ils ont mis plus accessibles les expositions virtuelles. Pas que ça n'existait pas avant, mais là, ça rejoint, comme disait aussi Mme Gendron-Langevin, ça rejoint des publics plus éloignés qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer des fois, qui peuvent pas. Donc, comment les musées, est-ce que vous avez déjà une idée comment les musées vont entrevoir ce futur-là de continuer à rendre accessibles les expositions tout en ayant, c'est sûr que ça n'enlèvera pas l'expérience de se rendre sur place. Mais en même temps, ça va rendre l'art accessible à un plus grand nombre. Tu sais, quand tu restes dans certaines régions, tu te dis, mon Dieu, c'est quasiment un pèlerinage, je rentre à Montréal pour aller voir telle exposition, puis l'exposition ne se rend pas chez vous, après, pas itinérante dans le Québec. Là. Donc, comment les musées, présentement, voient ça, cette nouveauté-là de pouvoir rester accessible? Écoutez, l'offre virtuelle des musées, elle est là pour rester, c'est certain. Avec la pandémie, il y a eu une accélération. La pandémie a été un accélérateur pour développer une offre muséale en ligne. Au début, cette offre-là, elle a pris la forme des médias sociaux, garder le contact. Après ça, c'était de créer de l'interaction avec des publics. Et maintenant, on a rendu à un autre niveau. On développe une offre avec des outils qui ne seraient pas possibles sur place, et entre autres pour des clientèles scolaires. Donc, on développe et effectivement, ça a permis au musée, entre autres avec certaines clientèles, entre autres les clientèles scolaires,
d'aller chercher des nouvelles clientèles, même à l'extérieur du Québec, dans des provinces canadiennes et au-delà. Donc, cette offre numérique-là va rester pour la simple et bonne raison que, encore pour plusieurs mois, certainement pour l'année 2021, les musées ne pourront pas être à pleine capacité. La jauge doit être respectée. La distanciation physique de 2 mètres va être là encore pour 2021. Donc, les musées ne pourront pas retrouver, ça va prendre des années avant qu'ils puissent retrouver leur vitesse de croisière et retrouver les niveaux de fréquentation, je dirais, qu'ils avaient en 2018. Il faut voir que depuis les 5 dernières années, les musées étaient sur une pente vraiment ascendante. On était à 16 millions d'entrées dans les musées du Québec en 2018. C'est énorme. On est parti de 11-12 millions jusqu'à 16 millions d'entrées. Donc, l'offre virtuelle va être là encore, va rester comme un complément et parfois, elle va prendre plus de place pour aller chercher des nouveaux publics, entre autres aux scolaires, et on va vouloir aussi voir des manières de la monétiser. Entre autres, on va commencer par des groupes, mais ça ne remplacera pas l'expérience in situ, l'expérience avec l'œuvre d'art, le vestige, l'artefact. Évidemment, ça pourra pas, on ne pourra pas remplacer cette expérience-là humaine et tactile parfois, entre autres dans les musées de sciences. Mais certainement que c'est une offre qui va être complémentaire et qui va demeurer. L'offre en ligne, je veux dire. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? J'ai un autre. S'il n'y a personne qui se lance, j'ai une autre petite question. Plus au niveau comportement, justement, puisqu'on voit ce qui se passe présentement, là, justement, bon, l'accès à l'offre, l'accès au spectacle. Là, on a vu récemment au Royaume-Uni, à Barcelone, autant l'art a été malmené pendant la pandémie, autant là, c'est par là qu'on voit des expériences, excusez, je vais le mettre en guillemets, se faire de groupes de 5000 personnes qui se regroupent pour aller voir un spectacle, pour voir comment la propagation se manifeste au niveau de la COVID, mais on voit que ça se remplit en l'espace de quelques minutes, là, les gens qui s'inscrivent pour aller à ces spectacles-là. Alors, comment, en tout cas, je voulais juste avoir vos impressions là-dessus, comment vous voyez ça, parce que là, ici, on voit que l'art, encore là, c'est là qu'on voit toute l'essence, toute l'importance de devoir d'être avec les gens, de vivre des expériences avec les gens aussi. Donc, en tout cas, je voulais vous entendre là-dessus. Maude? Ben, écoutez, moi, je pense que on n'a pas tout mesuré les impacts de cette COVID, autant les impacts humains, financiers, organisationnels. Et on est en train aussi d'expérimenter en même temps. On est dans un grand laboratoire, tout le monde, la planète est dans un grand laboratoire. Et là, on expérimente effectivement des nouvelles manières de faire pour voir si on peut se regrouper et si on peut retrouver. Ça montre quoi? Ça montre que le besoin, justement, pour cet art, quand on dit l'art, quand Maude dit l'art fait du bien, ça montre qu'il y a ce besoin de se retrouver ensemble et qui est tout à fait important. Et on va voir aussi les questions, des nouvelles modalités peut-être de participation avec peut-être ce qu'on parle de passeport vaccinal en ce moment. Le Québec, le Canada en parle, la communauté européenne aussi. Est-ce que ça va être des conditions pour pouvoir retrouver certaines activités culturelles? Écoutez, on est vraiment dans un laboratoire, mais tout ça montre qu'il y a ce besoin, de se retrouver. Aller au théâtre, aller au musée, c'est une expérience sociale. Donc, c'est de voir les gens qui réagissent devant un tableau, devant une réplique sur scène. Donc, tout ça, ça fait partie des rituels, ça fait partie des besoins humains de se retrouver ensemble, d'échanger sur ce qui est beau, ce qui est bon pour nous.
Et je pense qu'on n'a pas fini d'être épaté encore par et surpris par ce que cette pandémie nous aura apporté comme bon, mais aussi comme défi, comme difficulté. Je pense qu'il y a des angles morts qui vont être de cette pandémie-là, qui vont être creusés, et espérons qu'il n'y aura pas trop de dommages collatéraux là, de la part entre autres, je dirais, des groupes vulnérables, des clientèles vulnérables et des populations vulnérables. Ce que ça a. Et quand on voit ce que ça, avec les féminicides et la violence à la maison, je pense que là, on est aussi dans des impacts de cette COVID-là. Et je pense qu'il faudra être très vigilant. Et je pense qu'on va avoir tous un processus de guérison à faire, chacun individuellement, chacun dans une chaumière, dans nos entreprises, dans nos musées, dans nos institutions. On va tous avoir à vivre une période, je dirais, de guérison. Puis, je pense que l'art va contribuer. C'est là aussi où l'art contribue. Si on pense, je pense entre autres au Théâtre des Petites Lanternes de Sherbrooke qui ont fait une création suite à la tragédie du lac Mégantic, une création théâtrale qui a impliqué les citoyens. Tout ça, c'est un processus de guérison à travers l'art. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut, comme individu, décider d'aller entreprendre un processus thérapeutique, que ce soit avec un psychologue, une thérapie verbale, mais on peut aussi aller en thérapie par l'art, la dramathérapie, la danse-thérapie, la musicothérapie, l'art-thérapie. Mais l'art qui fait du bien de façon plus large a des effets aussi thérapeutiques, globaux, généraux, et les artistes ont cette façon d'interpréter. Quand je parlais de pensée divergente, de réinterprétation du monde, c'est une façon de prendre ce qui s'est passé, puis suite à des crises, on voit la création, on voit les artistes reprendre la parole, et il y a des théories, des recherches sur la notion de narratif, se re-raconter, déconstruire l'histoire, la raconter autrement nous permet de nous reconstruire. Que font les artistes? Que ce soit en peinture, en écriture, en musique, en théâtre, on raconte le monde de diverses façons, puis cette relecture-là des événements nous permet aussi de guérir et de passer. Quand on parle de rituels, c'est ça aussi, là, comme les rituels de guérison, de deuil et tout ça, ben, il y a quelque chose de collectif. Donc, moi, je suis prête à parier que sur le plan artistique, il y a des événements et des choses qui vont se produire, qui vont favoriser une guérison collective face à cette crise immense qu'on aura vécue. Et je pourrais peut-être rajouter à ce que Maude dit, c'est que les organismes culturels n'ont pas le choix maintenant que de se tourner vers leur public de proximité, vers leur communauté. Et donc, il n'y a plus de touristes, il y a peu de touristes, et les touristes internationaux ne sont pas là. Donc, qu'est-ce que font les théâtres, les salles de spectacle, les musées? Ils doivent se retourner, ils se retrouvent face à leur communauté environnante, à leur public de proximité, aux populations de leur quartier. Et donc, je pense que ce qui va être bon dans tout ça, c'est qu'ils vont redevoir établir une communication, une discussion avec ces publics-là. Peut-être que parfois on avait délaissé donc, je pense que ça a quelque chose de bon, de se recentrer sur la communauté de proximité. Donc, je pense que ça a quelque chose de bon. En temps de crise, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se retrouve auprès de nos proches. Et bien là, les organisations culturelles vont devoir se retrouver et retrouver leur public de proximité dans un premier temps. Et voilà. Merci. Kate, c'est juste qu'en écoutant ce que Maude disait plus tôt par rapport
aux œuvres qui vont peut-être être bienfaisantes ou en tout cas participer au processus de guérison collectif après la pandémie. En tout cas, on le souhaite qu'il va y avoir un après-pandémie, qu'on ne sera pas toujours dans une pandémie. Puis ça me faisait penser à un lien à faire avec l'Institut du patrimoine parce que dans le fond, ça va créer des traces de ce qu'on a vécu collectivement, des traces, qu'elles soient matérielles ou peut-être en tout cas, c'est ça le propre d'une trace, là, qu'elle soit matérielle, mais ça me faisait juste penser au fait que c'est historique ce qu'on est en train de vivre et d'avoir juste des statistiques puis des tableaux, c'est pas ça qu'on est en train de vivre. C'est pas comme ça qu'on va s'en rappeler. J'ai pas l'impression. Alors, j'ai l'impression qu'avec des œuvres, on va être plus en mesure de rendre compte de l'expérience qu'on est en train de vivre collectivement. Donc, c'était juste un commentaire, il n'y a pas de question, là. C'était comme pour contribuer à la conversation. Mais je sais pas, moi, c'est pas mon domaine, le patrimoine et tout ça, mais est-ce que ça vous fait cet effet-là à l'Institut, de voir, tu sais, dans quelques années, qu'est-ce qui va rester de cette pandémie au niveau culturel? Je pourrais peut-être enfiler là-dessus. On voit beaucoup de musées puis d'organismes présentement. Je dirais vers janvier, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte qu'il fallait aller chercher ces éléments-là, comme les arcs-en-ciel, comme témoins de, tu sais, même une miche de pain. Là, je donne des exemples très courants qu'on a vus dans la dernière année, mais d'aller collecter ces objets-là qui sont représentatifs d'une période historique pour nous et que, justement, là, c'était tellement dans le quotidien, puis on était tellement chamboulés par la pandémie que ce n'était pas en train de se faire. Puis là, il y en a qui se sont dit, hey, il faut aller chercher ce témoignage-là de ce qui a été vécu, de ce qui a rejoint les gens, de ce qui a réuni les gens malgré le confinement, pour témoigner, parce que dans 100 ans, là, qu'est-ce qui va rester de ça? Comment on va l'avoir vécu? Comment on va l'avoir? C'est quoi les traces qu'il va y avoir de cette pandémie-là par rapport à comment les gens, justement, l'ont vécu, l'ont reçu? Donc, oui, il y a quand même, puis peut-être M. Chagnon en sait encore plus que moi là-dessus, mais sur cette collecte d'objets. Mais en tout cas, c'est ce que je peux avancer là-dessus. Certainement que les musées d'histoire vont pouvoir en témoigner de cette pandémie. Les musées de sciences cherchent à rendre, à informer, à vulgariser sur la situation, l'aspect, je dirais, l'aspect médical, scientifique et donc les musées de sciences nous permettent d'avoir une vision plus critique et se faire une opinion sur cette pandémie. Donc oui, les musées, les artistes vont sûrement, il va émerger aussi des créations sûrement très significatives de cette période, vraiment. Et il y a des musées qui ont déjà commencé à des projets documentaires. Je pense au musée McCord qui avait un photographe qui arpentait les rues de Montréal en pleine pandémie, dans le premier confinement, tout ça. Il y a le musée d'art de Joliette avec son projet dont j'ai oublié le nom, mais il y a eu beaucoup d'initiatives, effectivement, pour témoigner. Puis je suis d'accord avec l'intervention de tantôt. Ce qu'on va retenir de la pandémie, c'est souvent le fait que par exemple, moi, je pouvais pas aller voir ma mère qui est Alzheimer pendant des semaines où ça va être des anecdotes ou des événements où ça va être le décès d'un proche, où ça va être... Oui, on va retenir beaucoup de ces tranches de vie par après, là. Je vois le temps passer, puis je voyais qu'Annick aussi avait mis un commentaire dans le chat là, que c'est déjà en émergence, effectivement, mais c'est aussi tellement récent en même temps. On le vit, ça se crée en même temps qu'on le vit. Puis là, je vois le temps passer. On arrive à la fin de notre conférence, mais je vous laisserai peut-être un mot de la fin, Mme Gendron-Langevin, M. Chagnon, là, pour clôturer cette conférence.
Tout simplement dire un immense merci pour l'opportunité d'avoir eu cette discussion-là. J'ai vu dans le fil de discussion des personnes qui disaient on devrait avoir ça plus souvent, des conversations où on fait un maillage entre santé et société, art et culture et société. Donc, effectivement, je pense que c'est très connecté, c'est très relié. Puis de mettre des mots dessus, des fois, ça permet de prendre une certaine distance et comprendre les enjeux. Donc, à une des premières questions, qu'est-ce qu'on va faire là, pour faire comprendre aux décideurs et tout ça de l'importance de l'art, du côté essentiel de l'art, c'est d'à la fois les toucher et les faire réfléchir sur les questions qui nous habitent. Et c'est ce que l'art sait le mieux faire. Donc, il faut qu'on continue. Moi, je vous remercie les instituts, effectivement, là, de nous avoir invités à cette discussion-échange. Je trouve que c'était très riche comme échange comme ça, d'avoir ces différents points de vue. Alors, vraiment, je dirais à répéter. Ouais. Merci à vous d'avoir été présent, vraiment, pour les instituts. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, merci encore et puis bonne fin de journée à tous. Bye. Merci aux participants aussi. Merci à tout le monde. Bon courage.